Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à une autre édition de Une tasse de tech. T'allais-tu dire la revanche des nerds? J'allais dire la revanche des nerds. Parce que je l'avais en tête aussi. Ah, c'est super drôle pour ceux qui le savent pas. J'étais un des membres fondateurs de la revanche des nerds, une des personnes qui étaient devant la caméra. J'ai la prétention de dire que j'étais le nerd En chef. de la revanche des nerds. Ah oui. Émission Les autres qui étaient beaucoup ça moins fait nerds que 25 ans, donc qui a commencé en 2000, donc en 2000, tout pile poil. En 2000, 31 janvier 2000. OK. Wow. Et puis, ça me rajeunit pas. C'était à l'époque, c'était avant qu'on dise Z-Télé, c'était au Canal Z, on disait non, on disait pas C'était Z. C'était Z tout Écoute, court. Oui, puisqu'on avait reçu un mémo à un moment donné, la chaîne c'était Z tout court. Puis c'est sûr que beaucoup de gens appelaient ça Z-Télé. Mais à un moment donné, on a reçu un mémo, c'est Z. Tenez-vous-le pour dit. On voulait pas que ça fasse comme Télémétropole ou Canal 10, on voulait que ça fasse Z. Z. Qui se voulait une chaîne axée sur la science et techno pas mal au complet. Science, techno, paranormal et science-fiction. Voilà. Ça m'avait bien fait rire quand il y avait eu une chronique paranormale. Moi, je me dis, m'a faire ça. Je suis un sceptique du Québec. Moi, m'a expliqué aux gens que Christian Page qui était là. Christian qui a une balado au sein du groupe Cogeco Média, comme nous, donc qui est un peu notre confrère balado-diffuseur et qui a probablement la balado la plus écoutée de une des plus écoutées au Québec, tout producteur confondu. Donc le paranormal, Pascal, c'est ça. Les gens aiment ça, se faire conter des histoires paranormales. Quand on leur explique, il y a un fantôme dans mon sous-sol. C'est pas quelque chose qui a craqué ou c'est pas une coïncidence. Non, c'est ma grand-mère qui essaie de me contacter. Exact. Ah, on aime ça, ces histoires-là, ça fait peur. Voilà. Mais 25 ans de la revanche des nerds, j'allais... Ben oui, ça fait partie de nos nouvelles. Ben oui, recommençons par le début, Pascal. Ben oui, toi aussi, t'en as fait partie de la revanche des nerds un petit peu. C'était une chronique auto, c'était ça? Mon Dieu, je faisais pas d'auto-nerd. Je faisais l'actualité au quotidien et j'ai commencé avec François-Étienne Paris, donc dans la dernière mouture, l'avant-dernière mouture, parce que vous avez vraiment fini closer ça à 3 à la fin. Là. Oui, à la fin, on était 3. Et j'étais, c'est ce que je disais, quand le lundi matin à 6 heures où j'ai commencé, dans la nuit précédente, ma grande fille est née. Donc je suis arrivé sans avoir dormi et je n'ai pas dormi pendant pratiquement une semaine à aider ma blonde et tout le kit, tu sais. Mais je voulais pas rater l'occasion de faire cette émission-là, donc j'avais un dilemme personnel / professionnel. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre, je l'ai fait, j'ai appris plein de choses, puis ma grande fille aujourd'hui est magique et elle a toutes les qualités du monde, donc tout va très bien, mais c'est un événement, c'est un moment important dans ma vie pour ce que ça a donné finalement, là, mais je m'en rappelle, je peux te le dire, je me rappelle d'être claqué et d'avoir beaucoup de misère à mettre des mots un après l'autre qui avaient du sens, qui faisaient une phrase conséquente. Donc... Écoute, c'est super drôle parce que, comme je te dis, je te demandais si tu faisais des chroniques auto parce que ça a tellement brassé, il y a tellement eu de monde qui ont participé aux Nerds. J'étais dans mon coin, je préparais mes chroniques et tout. J'ai comme des souvenirs très, très flous. Moi, mon souvenir de la première de Revanche des Nerds, c'est que le lendemain, je me suis réveillé et je regarde mon oreiller puis j'ai comme « Tabarnouche! Il y a une scène de crime, c'est épouvantable, j'ai saigné! » C'était oublié de te démaquiller. Ah oui. Exactement, mais mon oreiller était tellement dégueu, j'étais sûr que j'avais explosé de la face. C'était vraiment dégueu. C'est tout à fait anecdotique. Tranche de vie, ben oui. Ouais, 15 ans plus tard, je m'attendais à ce qu'on me donne une montre, quelque chose, pour dire merci pour ta contribution. On t'a dit, ben non, c'est pas renouvelé. Bonne journée. C'est comme ça que ça se passe. L'émission, on va parler dans cette émission-là, nos partenaires TELUS, Plan Hub, merci d'être avec nous. On va parler de la revanche des nerds, on l'a fait. De Pebble, la petite montre connectée. Parlant de vieux souvenirs, ben oui. Avant-gardiste. On va parler de DeepSeek, d'un Motorola. À 300 $, Motorola, c'est correct. Voilà. Un Motorola. Et on va parler de téléphones un petit peu plus coûteux, le OnePlus 13 et le Galaxy S25 Ultra, si vous avez envie de vous gâter. 2 téléphones avec le nouveau processeur Snapdragon 8 Snapdragon 8 Ultra. 8 Elite. Exact. Parce que c'est un processeur Elite. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie de marketing derrière ce nom-là, mais ça veut dire que c'est un bon processeur.
il y a quoi après Exact. l'élite? On va partir de nos espressos parce qu'on a du stock en masse, Ben oui. Pascal, en rappelant aux gens qui sont mordus de techno qu'il y a possibilité d'en avoir toujours un peu plus grâce à une tasse de tech, bien sûr, mais aussi à InfoBref Pro Techno, l'infolettre mensuelle qui s'adresse aux gens qui mangent de la techno et qui en boivent et qui en... Bref, que ça intéresse beaucoup. Si vous voulez rien rater pour améliorer votre travail ou même vous divertir d'une certaine façon au quotidien, ben allez-y, infobref.com/pro-techno. Et si vous voulez savoir exactement comment ça s'écrit, c'est infobref.com/pro-techno, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on s'en rappelle dans ce temps-là. Mais tu l'as dit, 25 ans des nerds, c'est drôle parce que j'écoutais Patrick Masbourian à la radio l'autre jour qui effectivement, je pense, a voulu faire un clin d'œil. J'ai raté le clin d'œil, j'espère qu'il en a fait un bon et un beau. Parce qu'il y avait du monde, il y avait du gros monde dans cette émission-là. T'en es Ben, ressorti, Patrick, il y a plusieurs autres, là. j'ai écrit un billet là-dessus qui bat des records. Didier Lucien a fait des chroniques là-dessus. Qui Mathieu d'autre? Graton Écoute, était là, notre ami Mathieu humoriste. Graton, Marie-Pierre Élie, Mathieu Pichette, Mathieu Roy, qui est maintenant co-animateur, aspirant animateur de Salut Bonjour. Qui d'autre était là? Écoute, Joël Chagnon, Mhm. qui était notre Chantal Franck à nous. Il y avait Rock et Belles Oreilles, il y avait Chantal Franck qui faisait tout. Elle était tellement bonne, Joël Chagnon. Brigitte Gem, j'ai appris que tu étais allé à l'école avec. Ah, t'es allé au secondaire OK? ensemble? Ah oui, on restait pas Très, loin l'un de très l'autre, en fait. drôle. Mhm. Marie-Pierre Élie, je l'ai mentionné. Noémie Mercier, qui anime maintenant les nouvelles et tout. François-Dominique Laramé, évidemment, scripteur. François-Étienne Paris. Ben oui, Faut pas oublier. Écoute, ben il y oui. en a tellement que c'est difficile de tous les nommer, sans en oublier Hugues Savoie, qui est devenu réalisateur super. Philippe Desrosiers, aussi, qui était là. Qui d'autre? Il y en avait. J'en découvre à chaque semaine des gens. Je pense que la moitié de l'Union des artistes est passée à L'union la des revanche nerds, des il nerds. faudrait partir Et je une pense... sous-union. Et on a considéré tout le monde à l'animation. On m'a jamais demandé d'auditionner, ce qui a toujours été une Ah, blessure chez moi. J'aurais au moins aimé avoir ma chance de au moins dire « essayer. Hey, je pourrais animer ça, cette émission-là. » Encore des blessures, tout ça. C'est correct parce qu'on fait le balado aujourd'hui, puis ça, moi je suis content parce qu'on en récolte les fruits, tu vois, parce que t'es là. Ben oui, puis si je peux juste mentionner, juste pour dire dans mon billet, c'est très drôle, encore une fois, sur pascalforget.com, jetez un coup d'œil, j'ai présenté des trucs totalement innovateurs et nouveaux, comme le moteur de recherche Google. J'ai expliqué comment ça marchait. Qui était émergent. Facebook, YouTube, BlackBerry, écoute, j'ai envoyé un courriel dans un ascenseur sans fil. C'était comme totalement nouveau et inusité. Les écrans plats, la première saison de La Revanche des Nerds, je pense la deuxième, on avait des tubes cathodiques, là. On avait des gros moniteurs énormes devant nous. J'ai présenté le iPod. Et ça, je me souviens, ça m'avait beaucoup fait rire parce que Patrick était très sceptique. Il trouvait ça très cher, puis il dit « Qui c'est qui a besoin d'avoir 5000 chansons dans sa poche? » Dis celui qui Et s'était j'ai acheté un fait, Betamax à 3000 $, un peu Oui, avant. Ben oui, oui. oui, il s'était acheté une super télé cathodique pour la qualité de l'image, puis tout ça, parce que, encore une fois, les premiers moniteurs plats étaient dégueux. La technologie était vraiment pas bonne. Mais on voit aujourd'hui avec les écrans Les téléphones, les montres, tout le reste, il y a des écrans bouche, partout maintenant. Ben oui. Ben oui, puis les écrans sont hallucinants, inimaginables à ce moment-là. Puis je me souviens, ça c'est une affaire qui était très très drôle. J'avais présenté le téléphone Note de Samsung, qui était immense, Un avec son phablette. écran, Ben un oui. phablette, avec son écran, Alain, de 5,3 pouces. On n'en revenait pas à l'époque. C'était un téléphone gigantesque avec un écran à plus savoir quoi en faire. C'est incroyable. Aujourd'hui, les Ça a quand même téléphones beaucoup changé. 6,9 pouces, puis c'est petit. On pouvait jumeler à son Galaxy Note à l'époque une montre Pebble aussi. Oui. Et écoute, j'ai ressorti, ça me surprend que ça fonctionne encore. La montre Pebble, c'était une montre connectée. C'était un des premiers projets Kickstarter qui, je pense, ont probablement aussi aidé Kickstarter à décoller. C'était la grand-mère des montres connectées de l'époque. 2012 à 2016, la Pebble. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu une petite nouvelle cette semaine. Google, qui a racheté Fitbit, qui avait racheté Pebble OS, donc le logiciel de la montre Pebble, en 2016, vient d'annoncer, et ça, je rétropédale jusqu'à Google, donc Google a annoncé cette semaine qu'il donnait
PebbleOS, à la communauté des internautes qui veulent bien télécharger le logiciel, parce qu'il est téléchargeable gratuitement. Donc, les gens qui ont encore une Pebble, comme toi, Pascal, peuvent, s'ils le veulent, bidouiller, réinstaller. Et il existe une communauté de bidouilleurs qui s'appelle les Rebels, R-E-B-B-L-E, avec jeu de mots sur rebelle, bien sûr, qui continuent, eux, à pousser. Et c'est étonnant, parce que quand on lit le billet de Google, on se rend compte qu'il y a plein de petits éléments techniques dans le logiciel qui étaient quand même très innovateurs pour l'époque et que Fitbit a dû vouloir reprendre, justement, quand ils ont racheté le logiciel. Donc, c'est pas seulement la question de l'affichage et de la réception des notifications, mais aussi comment connecter la montre, comment les protocoles sans fil, des choses comme ça, pour échanger du contenu. C'est quand même pas rien. C'est une montre qui avait quoi, un écran e-ink, je pense? Oui, c'était un écran en papier électronique et l'autonomie pouvait aller jusqu'à 1 mois. C'était évidemment très, très limité. La montre était immense avec une grosse bordure et puis l'écran était tout petit dedans. Encore une fois, ceux qui nous regardent sur Ben oui, c'est ça. YouTube peuvent le voir. L'écran était vraiment petit par rapport à la montre, par rapport au monde d'aujourd'hui, mais c'était assez extraordinaire comme fonctionnel. On pouvait contrôler sa musique, on pouvait voir la météo, on pouvait voir ses courriels, on pouvait avoir des notifications. Et c'est ça, c'est un beau mélange d'intelligence dans la montre et dans son téléphone. Puis c'est ça, c'est la connexion entre les deux. Mhm. J'ai tenté, Alain, de me connecter en utilisant les instructions de Rebel. La bonne nouvelle, c'est que les instructions sont très, très, très bien faites. Souvent, ils disent, prends la ligne de commande, puis tape ça dedans. Ben oui, ben oui. Mais et où ta ligne de commande? C'est quoi? Puis là, décompile le code, décompresse et fais compile ton driver, puis OK, comment on compile ça? Puis là, tu es obligé de passer 2 heures. Les instructions sont super bien faites, mais oui, ça demande la ligne de commande. Oui, ça demande un paquet de petits... Mais je vais le faire cet après-midi. Tu pourras rejumeler, ressortir ta Pebble. J'ai bien hâte de voir. Et j'assume que si on le fait une fois, dans les prochains jours, la communauté va se mettre avec le code original et va peut-être arriver à quelque chose d'encore plus... Il y a peut-être une mise à jour qui s'en vient. On ne sait pas. C'est ça, une grosse mise à jour qui s'en vient. À suivre. Pour continuer d'utiliser sa montre vieille de 10 ans. Et quand la montre, on a cessé de la supporter, je l'ai dit, j'ai rechigné, j'ai dit, quand tu as un produit comme ça, est abandonné, on devrait donner le code. Exact. Après, on me donne raison. Ça a pris le temps que ça a pris. Ben, je veux dire, clairement, plus vraiment moyen d'acheter une Pebble à ce stade-ci. Donc, on s'adresse à une clientèle assez nichée, mais bon, allez Et là, évidemment, on dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle Pebble qui va être lancée. Je la prendrai avec un gros grain de sel parce que j'ai été pincé. Deux fois, voilà. Parce que j'ai acheté l'original, j'ai acheté la suivante ici. Les deux. Ouais, moi j'avais celle-là aussi. C'est ça, les deux ont été abandonnés. Et pour les amateurs, il est marqué derrière Kickstarter Edition. Et sur l'autre aussi, Kickstarter Edition Champion, Alain. C'est non seulement dans le temps où Pebble existait, mais c'est aussi dans le temps où clairement tu avais encore confiance en Kickstarter. Tabarnouche que j'ai perdu confiance en Kickstarter. C'est une autre époque. Kickstarter, à l'époque, c'était magique. On allait avoir des produits techno personnalisés à notre goût par des gens honnêtes. Oui. Et là que j'en ai perdu. Sinon, on n'avait pas d'argent à dépenser, puis on récupérait notre argent, effectivement. J'ai perdu plus d'argent en Kickstarter que dans mes actions techno que j'avais achetées au début de l'an 2000. Ouais, puis c'est étonnamment pas surprenant, quand même, pas rien. Parle-nous de YouTube Premium, Pascal. Ouais. On parle d'espresso de tech très, très, très rapide. Oui. YouTube Premium permet d'écouter, on paie un montant supplémentaire, mais ça permet d'écouter ces vidéos sans interruption publicitaire, qui commence à être embêtante, je trouve, quand tu écoutes une vidéo. Entre autres, j'aime beaucoup écouter des DJ sets sur YouTube. Tu as des gens qui mixent de la musique, c'est super le fun. Puis là, tu as une publicité désagréable. Si on s'abonne, si on paie pour YouTube Premium, on va pouvoir écouter ces vidéos jusqu'à 4 fois la vitesse. C'est vite, ça. Jusqu'à 2 fois la vitesse. Et je te dis, Alain, la plupart des vidéos que j'écoute, là, c'est à 2 fois la vitesse maintenant. Je suis capable parfaitement d'entendre, de comprendre. Et quand je les écoute à vitesse normale, je trouve ça extrêmement lent. 4 fois, c'est peut-être trop vite pour l'entendre, mais 4 fois, c'est peut-être assez rapide pour voir le bout qui t'intéresse dans des tutoriels, des choses comme ça. Juste pour ça, écouter les vidéos YouTube à 4 fois la vitesse. T'es preneur. 3 fois la vitesse, tu peux comprendre encore. Pour certaines vidéos où les gens parlent pas très vite. Ben, c'est comme acheter un album de François Pérusse. Oh, tu veux pas écouter ça. Tu veux l'écouter au ralenti, au contraire. Si t'écoutes un album de François Pérusse en accéléré... Ah oui, mais là, c'est doublement accéléré. Ben oui, ça marche pas, c'est certain. C'est bon.
je vais faire un clin d'œil à quelque chose de sérieux parce que cette semaine, il y avait une consultation à Québec sur le projet de loi 82 sur l'identité numérique. Ça s'en vient, les amis, on s'en sortira pas de cette espèce de preuve d'identité en ligne numérique du gouvernement. Et on se demandait cette semaine, on acceptait les consultations publiques, donc tout le monde venait dire voici ce qu'on devrait faire. Et il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup d'opinions. Et je veux dire ceci, il y en avait une intéressante que j'ai soulignée. L'Institut de gouvernance numérique s'est associé à genre 3 universités, 4 groupes de réflexion, ça faisait une masse critique de gens qui proposent cette notion d'autosouveraineté. Je ne sais pas à quel point ça va te débloquer, mais tu sais, on a parlé beaucoup de souveraineté numérique depuis quelques semaines, Oui. entre autres en lien avec l'utilisation des services d'Amazon et de Microsoft au sein du gouvernement et cette dépendance envers les entreprises étrangères. Et je trouvais cette notion d'auto-souveraineté intéressante parce que c'est comme une coche au-dessus. Et ça nous ramène à une époque où on parlait beaucoup de la chaîne de blocs, la blockchain, comme Oui. outil pour décentraliser ces choses-là. Et ils reviennent à la charge avec cette notion-là. Ils disent on devrait créer un système d'identité basé sur la blockchain. Je serais vraiment surpris que Québec dise ben certainement, c'est une bonne idée, allons-y. Donc je ne mettrai pas un 10 là-dessus, mais je trouvais intéressante l'idée de relancer cette discussion-là sur les outils technologiques décentralisés qui pourront peut-être ressusciter le Web 3, je ne sais pas, parce que je sais que les cryptos sont toujours d'actualité, n'est-ce pas? Et cette notion-là d'intégrer. Sauf que là, si tu perds ton code blockchain, tu perds ton identité et c'est en principe non récupérable. Donc, tout un casse-tête technique à l'horizon. Mais si ça vous intrigue, là, le numérique, l'identité numérique, les cryptos, les chains de blockchain, l'identifier, les technologies décentralisées, on va en reparler beaucoup, beaucoup. Et c'était discuté cette semaine à Québec, donc j'ai hâte de voir comment ça va débouler, ce projet-là. Parce que clairement, il y a ça, il y a le dossier santé numérique aussi qui s'en vient. Combien ça va coûter? Et sur quoi ça va s'asseoir? Ben oui, exactement. C'est ça, parce qu'on a eu de la malchance, disons-le comme ça, au Québec, sur les projets numériques. Un petit peu de malchance, c'est ça. Malchance, très cher. T'étais très gentil quand tu parles de chance. Oui. Hello Kitix, on en reparle parce que je suis beaucoup sur Blue Sky ces temps-ci, réseau beaucoup plus sympathique que Twitter. Pour l'instant, la communauté est sympathique, conviviale, je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de faux comptes qui apparaissent, mais j'ai utilisé Hello Kitix pour transférer mes abonnés de Twitter à Blue Sky. Et j'ai fait les étapes qu'on m'a dit, puis on m'a dit attends la phase 2, on la retarde. C'est un peu décevant. On m'a écrit pour dire que lundi, la phase 2 va commencer. Je devrais commencer à voir mes abonnés de Twitter s'ajouter à mes abonnés Blue Sky et Mastodon. Okay. Mais, il faut se reconnecter. Ceux qui ont fait la phase 1 puis qui ont eu le message, si vous n'avez pas reçu, vous allez devoir vous reconnecter lundi pour dire « OK, je refais mes choses ». Je ne sais pas s'il faut refaire toutes les étapes. Une fois que c'est fait, ça va plus vite, mais bien hâte de voir. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est français, c'est le CERN qui fait ça, le Centre d'études de recherche nationale français qui est derrière ça. Et leur standard, leur protocole de transfert s'appelle Open Portability. C'est très français. Ben oui, ça sonne français. C'est très, très drôle. Open Portability. Pourquoi pas? Il aurait pu faire... Non. Open Portability. Allons-y comme ça. C'était Pourquoi pas? Ben oui. Hello Kit X. On en fait des de même aussi au Québec, mais... on invente des mots qui n'ont pas de sens aussi des fois pour ne pas utiliser des fois. le terme On essaie des mots qui, moi je trouve que courriel... C'est un exemple de succès, effectivement. Ça marche bien. Mâchouillon pour chewing-gum, moins, évidemment. Mais... Bon point. On essaie. Un dernier espresso bien tassé pour parler de Microsoft qui a des nouvelles surfaces qui ont été dévoilées cette semaine, Surface Pro et Surface Laptop pour entreprise. Et là, vous dites, OK. Puis la grosse affaire, c'est que c'est des nouvelles puces Intel Core Ultra qui les animent. Donc, la Surface Pro, vous savez, c'est une tablette. Le laptop, c'est le petit ordinateur portable, bien sûr. Surface, ce sont 2 appareils Copilot plus PC approuvés. Là, ces espèces d'appareils bons pour l'intelligence artificielle. Idéalement Copilot, n'est-ce pas, l'application que Microsoft veut pousser. Et on en parle là parce que ça vient d'être lancé. On parle de laptops qui essentiellement ont les mêmes caractéristiques que la génération, que les autres modèles actuels, évidemment, sauf les processeurs Intel. Le deuxième, c'est la plateforme dont on parlait il y a quelques semaines, là, les nouveaux Lunar Lake, je pense, les nouvelles puces Lunar Lake. Écoute, moi, il y a les noms de code, les noms de vente. Moi, je suis
totalement confus dans Ouais, ben les ils sont dans les lacs de ce processeurs. temps-là. C'est un peu mêlant assez Ouais, rapidement. ouais, Mais ouais, bref, ouais. on parle de laptop. Je veux dire ceci, dans le cas du laptop, on parle d'une autonomie de 22 heures. Ça, j'aime bien cette notion. Pour moi, c'est un élément clé. Et du Wi-Fi 7. Donc, des appareils prêts pour le futur. Pour entreprise, donc un peu plus, je veux dire, sérieux, entre guillemets, mais vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est sûr que c'est de la haute performance. On parle d'appareils qui ne sont pas nécessairement très abordables, mais qui en offrent qui vont durer quelques années, j'ai l'impression aussi. Oui, j'ai encore mon Surface 4, je crois, ou 3, qui me sert encore. Je m'en suis servi pour faire des formations en ligne et puis ça marchait très, Ouais. très bien. J'avais une Surface Pro X qui était l'espèce de Surface du futur il y a 3-4 ans, puis qui est à peu près l'équivalent d'une Surface Pro actuelle. Mais elle marche très très bien, sauf que c'est un processeur signé Microsoft. Là. C'est une architecture ARM avec une version préliminaire de Windows et tout le kit qui a bien vieilli. Et que tu te dis, ben, pourquoi ils n'ont pas juste fait ça à l'époque? Mais bon, c'est une autre conversation. Ça me fait nos espressos, Pascal, mais tout de suite, sans arrêt, dans la foulée, on va y aller tout de suite des actus plus costaudes parce qu'il s'est quand même passé pas mal d'affaires cette semaine, à commencer par l'apparition en début de semaine, en tout cas pour bien des gens qui ne l'avaient pas vu avant, d'une nouvelle intelligence artificielle chinoise qui s'appelle DeepSeek, qui a fait réagir, écoute, sans bon sens, d'un niveau, jusque dans, tu sais, on parlait des gens, mais pourquoi on en parle? Tu dis, ben, Nvidia a perdu 500 milliards de valeur à la bourse. Ce sont des chiffres quand même assez ahurissants, donc c'est intéressant, mais tout n'est pas parfait avec DeepSeek, si je comprends bien, là. Ben, écoute, je vais juste en parler avec toi parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans la semaine, je pourrais pas tout résumer, mais grosso modo, il y a eu une fuite des données. On va juste parler de ça, c'est assez flayé, parce que moi, quand j'ai vu intelligence artificielle chinoise, j'ai fait possibilité d'espionnage, possibilité de fuite, possibilité que tes données soient utilisées pour renforcer le modèle. Oui, forcément, les gens Ben oui, évidemment, les gens se sont rendus compte que les réponses étaient censurées si on posait des questions à propos de la place Tiananmen, à propos des du Ouïghours. Tibet, des Ouïghours. Mystérieusement, on évitait la question, puis on disait, hey, on va parler d'autres choses. Donc, on s'entend que l'intelligence artificielle était biaisée et entraînée. On s'est rendu compte aussi qu'elle aurait été entraînée pour seulement 6 millions de dollars, alors que ChatGPT et compagnie entraînent avec beaucoup, beaucoup plus de ressources. On parle d'au moins 100 millions, ouais, c'est ça. C'est ce qui fait que c'est 100 impressionnant, millions. DeepSeek. Là, Donc, exactement. on peut entraîner une intelligence artificielle beaucoup plus efficacement. Il semble que là-dessus, tout le monde s'entend pour dire qu'ils ont trouvé toutes les techniques pour optimiser l'entraînement de l'intelligence artificielle sans passer par des humains qui valident, qui s'auto-corrigent et ainsi de suite. Évidemment, ça donne ce que ça donne. Ça se peut que des fois, les résultats soient pas aussi bons que l'intelligence artificielle. On a ouvert le code, donc le code est disponible, ce qui a fait encore une fois hurler tout le monde en disant « Ouais, que c'est ça? » On permet aux gens de l'utiliser puis c'est open source, ben oui. C'est open source. Donc, la fuite de données a révélé que les prompts que les gens ont donnés et l'identifiant, je crois que ça permet d'associer. Fait que si tu as posé des questions personnelles à DeepSeek, ça se peut que ce soit dans la nature en ce moment, qu'on ait une idée de tes champs d'intérêt. Moi, j'ai demandé s'il croyait au retour des Nordiques. C'est le plus personnel où je suis allé et effectivement, ben en fait, faut juste, parce qu'il faut préciser, effectivement, c'est la notion de coût de développement qui est impressionnant dans le cas de DeepSeek et c'est un coût qui peut être challengé parce qu'on n'a pas vraiment de preuve que ça a coûté si peu cher. On ne sait pas non plus parce qu'ils utilisent des processeurs NVIDIA qui sont pas tellement différents des processeurs les plus récents qui sont pourtant bannis. On peut pas NVIDIA ne peut pas les vendre à des entreprises chinoises, mais on est quand même sur des processeurs pas bien moins puissants que ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments là qui font comme « OK, oui, virgule, mais ça ouvre la discussion quand même. » Propagande est là quand même, parce que j'avais lu un truc qui aurait, la compagnie DeepSeek aurait acheté pour 500 millions de processeurs de cartes graphiques. Donc, ça aurait coûté que 6 millions de l'entraîner, mais... il y a quand même des coûts, de kékaki derrière, effectivement. Est-ce qu'ils ont acheté ça? Est-ce que, encore une fois, qu'est-ce qui est propagande? Qu'est-ce qui est promotion et tout? Mais le fait que c'est ce qui fait que les cours boursiers de NVIDIA et compagnie se sont effondrés, c'est que si tu as besoin de beaucoup moins de ressources pour entraîner ton intelligence artificielle, tout le besoin de cartes graphiques performantes et tout, ben là, tu fais « Oh, finalement, tu baisses tes prévisions beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Et puis... Mais ça a été aussi, ça a expliqué le rebond d'NVIDIA et d'autres entreprises dans les journées suivantes, après lundi, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que
OK, si cet élément-là de la production d'une IA générative demande moins de processeurs, soit avant ou soit après, au niveau du développement des applications, ça va quand même nécessiter des GPU, des processeurs, et donc il y a quand même une certaine... La demande ne va pas aller en se réduisant tout d'un coup là, de façon draconienne. Donc le marché, c'est effectivement a rebondi, a réagi en disant ah, OK, on a paniqué un peu, mais relativisons et lisons l'article que la presse a publié lundi et nous verrons que nous avions raison depuis le début. Mais c'est fou pareil qu'on ait ce soubresaut-là dans ce qui était acquis, que l'intelligence artificielle coûtait très cher à développer, très très cher à développer. Ouais. Et là, boum, on se rend compte que ça peut être qu'il parlait d'un ordre de grandeur de moins. On enlève un zéro, 10 fois moins, au moins. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme Ben oui. développement? Ben, je veux dire ceci, même avant DeepSeek, il y avait des gens, des chercheurs en IA, et la question était, est-ce qu'on peut développer à moindre coût des IA comme le fait OpenAI à un prix qui n'a aucun bon sens? Et la réponse était oui, on ne l'a pas encore. Tu sais, il y a beaucoup de gains à aller chercher dans la consommation d'énergie et de processeurs sans nécessairement que ce soit les Chinois qui le fassent. C'est un peu ça la discussion à l'époque. Donc ça, c'est un peu la preuve qu'effectivement, si on ne fait que se fier aux grandes entreprises multimilliardaires, là, OpenAI est en train de lever 40 milliards, une valorisation de 350 milliards. Ils sont même pas profitables, ils sont même pas proches d'être rentables, puis déjà, ça vaut un tiers de billions, en fait, presque, tu sais. Du calme, du calme. Oui, mais Les promesses sont... stratégiquement, On n'est pas en train de les remplir. Là. c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir la journée où on développe des intelligences artificielles étrangères qui bouffent les nôtres. Mm. On peut briser les codes avec l'intelligence artificielle, on peut inonder de données génératives fausses les réseaux sociaux, on peut créer de la propagande, on peut faire des trucs extrêmement dommageables avec l'intelligence artificielle si on n'a pas une parade du côté américain, ou tout simplement si, compte tenu des intérêts commerciaux, le fait d'avoir de l'armement, le parallèle avec l'armement atomique, là, que tant qu'on a à peu près les mêmes quantités d'armes atomiques, il n'y a personne qui va attaquer l'autre trop vite. Ouais. La destruction mutuellement assurée. C'est ça, le MAD. Bon. Dans le cas de l'intelligence artificielle, selon moi, il y a un jeu politique et stratégique qui joue derrière. On ne veut pas se retrouver sans... on ne veut pas avoir besoin du pays étranger pour avoir une intelligence artificielle puissante et performante. On revient à la souveraineté numérique. Ben écoute, on va parler d'autre chose que de la souveraineté numérique, mais on va quand même parler de numérique, on va parler de jeux vidéo, parce qu'il y a un petit rapport qui a été publié cette semaine par l'Association canadienne du logiciel de divertissement, qui était... c'est drôle qu'ils parlent de logiciel de divertissement, mais on parle essentiellement de jeux vidéo. C'est des gens de jeux vidéo, beaucoup qui poussent derrière ça. Ils ont publié cette semaine un rapport sur l'état de l'industrie canadienne, bien sûr, du jeu vidéo. En début de semaine, c'était mardi. Ils ont fait l'espèce de bilan de 2024, là, parce qu'effectivement, on est quand même encore pas... Bon, on est en janvier jusqu'à dans quelques instants. Et les nouvelles sont pas mauvaises, en fait. On se serait attendu peut-être une année plus néfaste, vu les turbulences économiques qui sont survenues en 2024. La hausse du coût de tout, le resserrement des frontières, et ainsi de suite. Et non, ça va quand même plutôt bien. On calcule qu'il existe au Canada 821 studios de jeux vidéo. Donc, pas seulement... là, on parle de studios, on parle pas seulement des entreprises connexes autour, mais des entreprises qui produisent du jeu vidéo. Donc, c'est quand même un bon chiffre. Et du lot, on en compte 257 au Québec, qui emploient un peu plus de 15 000 personnes. Donc, à peu près la moitié de l'industrie encore aujourd'hui se trouve concentré au Québec. C'est 45% Wow. pour être exact des travailleurs, pas nécessairement des entreprises. Ce que je trouvais intéressant, ça, ce sont des chiffres qu'on lance depuis des années, là, sans que ce soit ces chiffres-là précisément. On dit toujours, bah oui, le Québec, c'est à peu près la moitié de l'industrie. L'industrie est toujours une des top 5 au monde, et ainsi de suite. Puis, ou même peut-être top 3, je ne sais plus exactement, mais ça continue quand même de bien aller de ce point de vue-là. Et ce qui est le fun, c'est que ces 15 000 quelques personnes-là qui travaillent dans le jeu vidéo ont un salaire moyen de 102 000 sont dans la très grande majorité des travailleurs à temps plein. Donc, ce sont des gens qui doivent faire sourire notre bon premier ministre, là, ce monsieur Legault, qui trouve donc important qu'on ait des bons gros salaires au Québec. Ben, ça coche ça. Moi, je veux dire ceci parce que c'est axé vraiment sur les entreprises et les travailleurs, puis on parle toujours de ça quand on parle du jeu vidéo, les employés, la main-d'œuvre. Et je pense que la prochaine étape, c'est plus la propriété intellectuelle. Et ça, on a toujours un peu rechigné à encourager ça. Mais de créer autre chose qu'une industrie de succursale, ça a toujours été une conversation un peu en marge de la croissance du secteur. Et clairement, le jeu vidéo est une industrie mature et on devrait peut-être aussi s'attarder là-dessus. Mais ça, ce sont des considérations politiques, peut-être.
qui vont peut-être aussi être ravivés dans un contexte où clairement les frontières se referment là, avec notre voisin immédiat, n'est-ce pas? Donc, ça va être à rediscuter, mais pour l'instant, dans le jeu vidéo, ça va plutôt bien. Donc, rassurons-nous avec ça. On dit que l'activité économique du jeu vidéo compte pour 5,1 milliards dans le PIB canadien. C'est un petit pourcentage, mais c'est quand même un chiffre assez intéressant. Et on termine ça, Pascal, parce que pourquoi pas, hein? Oui, Moto G. En fait, j'ai pas eu le temps de l'essayer, mais je l'ai vu passer, le nouveau téléphone, le Motorola Moto G. On va parler tout à l'heure de nos essais de la semaine, là, des quincailleries lourdes que sont le le OnePlus 13. Un téléphone abordable et le Galaxy S25 Ultra. Et là, c'est ça. Wow. C'est la particularité de Motorola de lancer des téléphones plus de milieu de gamme et qui font quand même plutôt bien. Le Moto G 2025, je vais juste commencer par ça. Apparemment, il va coûter 300 $, un peu moins de 300 $. Wow. Donc, c'est le tiers du prix des téléphones plus haut de gamme, n'est-ce pas? Mais on a quand même un téléphone intelligent avec un écran de 6,7 pouces cadencé à 120 Hz. C'est un écran ACL, c'est pas un écran OLED, donc c'est sûr que c'est pas la plus récente technologie. On a un appareil photo avec un capteur de 50 mégapixels qui utilise une technologie quad pixel avec un objectif macro, entre autres, pour faire des photos rapprochées. Quad pixel, ça veut dire qu'on combine les données de 4 pixels mises ensemble. Donc, ça a fini par faire des photos de 12 mégapixels, mais quand même, ça permet d'aller chercher du détail de façon assez substantielle. On a une caméra frontale de 16 mégapixels, donc pour les gens qui font des selfies. C'est un bel appareil. On a évidemment une mécanique moins connue chez nous. Un processeur Diamond City 6300 d'une compagnie qui s'appelle Mediatek, qui fait des processeurs corrects. C'est pas des mauvaises machines, juste qu'on est moins habitué, parce qu'on parle toujours de Qualcomm, nécessairement. Et surtout... processeur moins de gamme. C'est moyen de gamme. Ben c'est ça, moins haut de gamme. Processeurs qui sont... mais tu sais, à 300 $, le téléphone, s'il vous dure 4 ans, c'est sûr que vous rentrez facilement dans votre argent, on s'entend. Et on parle surtout, et le fun de cet appareil-là, c'est qu'on parle d'un appareil qui a une batterie de 5000 mAh, bonne pour 24 heures d'utilisation, et on a une recharge rapide de 30 watts, donc on a un téléphone là qui... Tu sais, si vous avez des jeunes adolescents à la maison, puis il faut leur acheter un téléphone, ben, tout le monde veut le iPhone 16 Pro Max et je te fous pas quoi, mais on peut aussi y aller pour un appareil comme celui-là, et personne ne va pleurer, parce que ça fait la job, et c'est pas mal moins cher. Voilà. C'est le moment, Pascal, de prendre une pause parce qu'on va parler avec un invité tout à l'heure de chez TELUS. Parce que c'est quand même important de parler, d'avoir des entrevues de temps en temps de ce qui se passe dans le monde de la mobilité. Donc, on revient avec ça. Et après, on en parlait, là, nos téléphones à l'essai. Donc, restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech. Je l'ai dit juste avant qu'on allait parler de sans-fil, mais d'une façon que vous n'imaginiez probablement pas, parce qu'on va parler de sans-fil et de connexion satellite. On a, évidemment, quand on dit sans-fil et satellite, bien des gens vont penser à la capacité de texter, par exemple, sur les plus récents iPhones et sur la plus récente génération de téléphones Android. Je ne sais pas si c'est tout Android ou si c'est juste certains téléphones. Probablement que c'est juste certains téléphones. Mais bref, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et un fournisseur canadien qui est très actif dans ce créneau-là, c'est TELUS, qui va pouvoir nous aider à comprendre, parce qu'il y a comme d'autres sous-technologies, là, connexion satellite, selon ce qu'on veut, de l'Internet, du mobile, et ainsi de suite. Et on le disait un peu avant d'enregistrer, ça vient mêlant assez vite. Donc, on va démêler ça pour vous avec Bernard Bureau, qui est vice-président stratégie réseau sans fil de chez TELUS. Monsieur Bureau, bonjour. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie parce qu'on va comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas avant, grâce à vous. Et ça, c'est quand même, c'est pas rien. Connectivité satellite. Bon, que fait TELUS dans les satellites? Commençons par ça, parce que là, clairement, vous avez déjà réussi un projet pilote il y a quelques mois, et clairement, vous développez. Qu'est-ce que vous développez exactement? Bon, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure, par exemple, pour pouvoir relier nos tours cellulaires dans des régions très éloignées, avoir des liens micro-ondes qui relient ces tours-là. C'est très coûteux, c'est pas idéal. Il y a aussi des endroits qui sont assez isolés, mais qui dépendent de notre connectivité pour pouvoir, par exemple, utiliser leur téléphone à la maison. Alors, dans ces cas-là, maintenant, on est en train d'établir des projets où est-ce qu'on va utiliser le satellite pour pouvoir relier ces régions éloignées-là pour des services qui sont quand même assez simples. Alors ça, c'est peut-être comment je dirais, des cas de figure qui sont plus conventionnels. Mais là, au fur et à mesure où la technologie avance et où les projets de satellites à basse orbite
se multiplient, on commence à avoir d'autres cas de figure qui sont intéressants. L'Internet à la maison, c'en est un qui est bien actif pour les régions éloignées. Bon, il y a un joueur qui est peut-être un peu plus visible aujourd'hui, mais il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent dans les prochaines années. Oui. J'allais dire, un joueur connu qui est un joueur étranger aussi, donc il y a cette notion-là aussi, où on veut peut-être un fournisseur ou diversifier les fournisseurs pour en avoir des fournisseurs locaux comme TELUS, j'imagine. Oui, c'est un concept intéressant parce que quand on lance une constellation de satellites à basse orbite, il faut comprendre que c'est des satellites qui bougent sans arrêt. C'est pas des satellites géostationnaires. Ce qui fait en sorte que par exemple, déployer des satellites seulement pour le Canada, ça existe pas. Le concept n'existe pas parce que ces satellites-là tournent autour de la Terre selon certaines inclinaisons puis selon une certaine latitude. Alors, ça fait en sorte que si on veut partir un projet, souvent c'est un projet qui va être, par exemple, concentré sur l'hémisphère nord ou certaines parties de la géographie qui correspondent pas nécessairement avec nos frontières, évidemment. Alors, ça c'est un concept important. Puis, je parlais des cas de figure. Il y a un cas de figure duquel on parle beaucoup dans l'industrie du sans-fil ces années-ci, c'est de pouvoir connecter les téléphones intelligents au reste du monde pour les endroits qui sont pas servis par le réseau terrestre. Donc, par les réseaux avec des tours, puis avec des antennes qui sont installées sur des toits d'édifices, puis des trucs comme ça. Donc, c'est une connexion directe de son téléphone vers le satellite, vers les satellites, là. Ouais. Alors ça, c'est ça. Il y a plusieurs projets qui sont en développement. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Il y en a un qui s'est concrétisé à la fin de l'année dernière où TELUS, par exemple, et d'autres fournisseurs au Canada, mais TELUS, par exemple, a une entente avec Apple pour pouvoir connecter des SMS, juste des messages textes. Au début, ça a commencé avec des messages textes qui étaient seulement en cas d'urgence. Puis là, maintenant, ils ont évolué. Maintenant, les utilisateurs des iPhone 14 et plus récents peuvent utiliser ce mécanisme-là quand ils sont vraiment à l'extérieur de la couverture. Est-ce que ça s'en va vers une couverture sans fil généralisée par satellite? Est-ce qu'on peut imaginer le jour où on va même échanger de la voix et du data avec des satellites? À moyen terme, message texte, bien sûr, ça existe déjà. La voix, absolument. On en a fait même une démonstration à la fin de 2023 avec la compagnie TerreStar qui est basée à Montréal, qui, je pense, c'est sous la marque de commerce Strigo. Alors, on a fait une démonstration, ça fonctionnait très bien. Et puis, des données, mais faut pas s'attendre dans les 5 prochaines années à avoir des données qui sont très rapides. C'est plus pour dépanner et pour compléter le réseau terrestre que d'autres choses. Là, vous dites quelque chose, vous parlez de TerreStar, qui est une entreprise montréalaise. Il y a une expertise, donc on a une expertise dans ces technologies-là au Canada. C'est pas seulement un truc qui se fait à l'étranger et qu'on dit, oh, ils sont tellement meilleurs. On est bon là-dedans ici aussi, là. Oui, absolument. On a de la bonne expertise ici au Québec. Puis TerreStar, c'est un partenaire de TELUS sur plusieurs projets dans le sans-fil. C'est pas l'unique projet avec lequel on collabore. Je crois que le gros changement qui s'est fait récemment, c'est les constellations de satellites à basse altitude. Telstar, je ne me trompe pas, s'est fait connaître par ses satellites géostationnaires. C'est vrai. Et ça fait que les connexions prenaient du temps. On parle de millisecondes, mais le fait d'avoir une connexion en temps réel par téléphone, ça ne peut pas se faire vraiment avec un relais satellite. Il y a toujours ce flottement-là qu'on voyait dans les reportages par satellite. La personne pose la question, « Alors, comment ça va, Alain? » Et là, tu as un flottement, puis là, tu entends Alain. Maintenant, avec les connexions comme ça, mais ça, c'est beaucoup plus de coûts parce que ces satellites-là, il faut qu'ils soient lancés régulièrement, leur durée de vie est moins longue, puis évidemment, il faut que la connexion passe rapidement d'un satellite à l'autre pour pas que ce soit perceptible par l'utilisateur. C'est peut-être un défi de lancer des fusées régulièrement. En fait, contribuer à ça, c'est ça? Nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On veut être des utilisateurs, on veut établir la technologie pour que nos clients puissent y avoir accès. Mais le gros changement dans la dernière décennie, c'est le coût de lancement de ces satellites-là a chuté de façon vraiment très drastique. Puis, c'est vrai, ces satellites-là, une fois qu'ils sont lancés à basse orbite, parce qu'ils sont proches de l'atmosphère, parce qu'il y a des débris, leur durée de vie est d'environ 5 ans. Ça veut dire que si on lance 1000 satellites demain matin pour offrir un service, dans 5 ans, il va falloir en relancer un autre 1000 pour les remplacer.
Puis, il faut comprendre aussi, comme on en parlait un petit peu plus tôt, ces satellites-là, ils bougent au-dessus de la Terre, mais à une vitesse astronomique. Ouais. Ils vont vraiment, vraiment vite. Alors, ça crée des enjeux technologiques pour s'assurer, par exemple, parce que les utilisateurs terrestres, eux, bougent pas ni dans la même direction, ni à la même vélocité Non, pas à que la même ces vitesse sans doute, mais satellites-là. non. C'est ça. Alors, il doit avoir, sur un réseau terrestre, le réseau est fixe, puis c'est les utilisateurs qui sont mobiles. Dans ce cas-ci, c'est les deux. Puis même que le réseau est est à beaucoup plus haute vélocité que les utilisateurs. Alors, ça amène d'autres enjeux, mais qui sont en train d'être résolus. Il y a plusieurs technologies qui sont en compétition. Il y a des mérites pour l'un par rapport à l'autre, puis des pour et des contre, mais on va voir ultimement, ça va être une question d'adoption, quel écosystème va pouvoir s'établir, puis donner la meilleure expérience client. C'est drôle parce que vitesse astronomique, c'est très littéral dans le cas d'un satellite qui se déplace comme un astre finalement. C'est fou parce que je pensais que c'était rapide, mais je pensais pas que c'était rapide comme ça. Vite, sur Google, ça me parle de 7,7 km par seconde. À la seconde, ben oui, voilà. À la seconde, le satellite file là, plus vite qu'une balle de fusil. Il faut qu'on transmette nos données de notre téléphone à ce satellite-là qui nous redonne les données. Puis souvent, c'est le satellite suivant qui relaie la communication. Fait qu'il faut vraiment faire du beau travail. Oui, puis il faut pas oublier, il n'y a pas juste la portion entre l'utilisateur et le satellite. Il y a la portion après ça entre le satellite et le reste du monde qui est également sur Terre. Ben oui. Alors, il y a toute cette coordination-là qui doit avoir lieu pour garder quelque chose de fiable. Ben oui. Là, on l'a suivi à travers le lancement des nouveaux iPhones, entre autres, cette capacité de faire des messageries textes. Vous l'avez dit d'ailleurs, on peut déjà le faire. Comment vous voyez, dans le fond, dans le temps, l'étalonnage de ces technologies-là? Est-ce qu'on va pouvoir, de façon plus générale, texter par satellite ou peut-être même faire des appels par satellite? Est-ce que déjà il y a un échéancier de votre côté par rapport à ça? Bien, c'est très fluide en ce moment. Ce qui se passe dans l'industrie, c'est très fluide. Puis il y a je pense que la technologie est là. Il y a des enjeux financiers qui doivent être résolus, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à un prix qui soit abordable pour nos clients. Le modèle d'affaires est encore en développement. Est-ce qu'on va décider d'offrir ça avec les forfaits qui sont actuels ou avoir un autre espèce de modèle économique par rapport à ça? Parce que on en a parlé un petit peu plus tôt, même si le coût de lancement de satellites a diminué, les coûts sont quand même là. Puis, comme on le disait, il faut rafraîchir la flotte de satellites continuellement. Alors, je pense qu'on est on est proche du moment où est-ce que ça va se démocratiser. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il va y avoir de plus en plus d'offres, il va probablement avoir de plus en plus d'avancées technologiques qui vont faire que ça va être plus fiable, meilleure expérience et tout ça. Les premières utilisations existent déjà. On a parlé d'Apple, on a vu T-Mobile aux États-Unis qui ont annoncé un partenariat. Il y en a un qui a été annoncé ici au Canada aussi, même si le service n'est pas encore disponible. C'est très fluide en ce moment, puis évidemment, pour des raisons de confidentialité, je peux pas vous donner tous les détails qui entourent ma compagnie. Ça reste entre nous, là. Mais je dirais qu'à haut niveau, on peut penser que dans 1 an, 2 ans, ça va être quelque chose qui va devenir plus mainstream, plus commun. Puis, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Nous, au Canada, on couvre plus que 99% de la population avec notre réseau terrestre. Mais quand on regarde toute l'étendue du territoire, on couvre 16% du territoire seulement. Alors, il y a énormément de territoires au Canada où il faut s'entendre, il y a pratiquement personne, à part des gens qui aiment très petites communautés isolées. Ouais, c'est ça. Puis, oui, il y a des communautés isolées aussi, mais ça reste que pour l'ensemble des utilisateurs, ça va devenir quelque chose de peut-être plus occasionnel où ils vont devoir utiliser ce genre de service-là. Alors, c'est toute une question d'équilibre entre trouver le bon modèle financier par rapport au coût, puis par rapport aussi à la quantité d'utilisation. Alors, c'est ça, je pense, qui est en train d'être raffermi cette année, l'année prochaine, etc. Je sais que j'organisais avec des amis une expédition Nunavik qui est dans le nord du Québec, qui est un endroit qui est desservi strictement par avion. C'est de trouver un chemin pour y aller en auto, c'est impossible. Et de savoir que tout d'un coup, tu t'égares dans le Grand Nord avec
Et ton téléphone peut te servir pour te dépanner si tu es pris avec un satellite. Il y Mm. a comme une nouvelle porte, une nouvelle dimension qui s'ouvre là, dans la capacité de ce qu'on peut faire, parce que c'est extrêmement rassurant. Puis il y a une certaine. Il y a comme un élément de gros bon sens du genre ah bon, ben, il me semble qu'il était temps, en voulant dire enfin on peut vraiment, là, la technologie mobile se rend au bout de sa capacité. Et c'est bien de voir que vous développez ça. Je remarquais récemment aussi, je ne sais pas si c'est comparable, mais on a déjà, bon, depuis un petit bout de temps, l'Internet dans les avions. Moi, ça a Ouais. changé une autre partie de ma vie parce que là, Oui. je peux toujours travailler maintenant. Je ne peux pas juste prendre une pause, même dans l'avion. Et Une vous fois sur l'offrez deux, avec ça marche WestJet. pas. Une Hein? fois sur deux, ça marche pas. Une fois sur deux, on t'embarque dans Ben, ça s'est l'avion. Puis amélioré avec les satellites à basse ça orbite, s'est entre autres. amélioré beaucoup, beaucoup. Mais les deux Est-ce que derniers c'est un vols, exemple de la qualité de connexion Ouais. auquel on peut s'attendre? Oui, absolument. En fait, je pense que les débits sont beaucoup plus élevés dans les avions, sont à très haute altitude, sont beaucoup plus proches des satellites. Alors, ça permet d'avoir des débits qui sont très intéressants. Oui, on a fait une annonce, on l'offre, on va l'offrir avec WestJet très bientôt. Et puis, effectivement, ça permet de continuer à avoir une connectivité tout le temps. Il y a quelque chose, par Ouais. exemple, que je vais signaler, c'est que toutes ces constellations-là de satellites à basse orbite, il y en a plusieurs, en fait, pour la majorité, ils vont pas jusqu'au pôle Nord. Il y en a qui vont aller mm, jusqu'au pôle Nord, mais OK. c'est une décision d'affaires que ces fournisseurs de services par satellite-là vont faire. Par exemple, au Canada, on se parle plus d'une latitude qui va jusqu'à 55 ou 60 degrés de latitude. C'est la plupart des projets qu'on voit jouent dans ces eaux-là, ce qui fait en sorte que quand on est vraiment plus proche du pôle Nord, beaucoup au Nord, il va quand même avoir un besoin d'utiliser les services par satellite conventionnels qui existent depuis longtemps, mais qui sont très Mhm. dispendieux et qui offrent beaucoup moins de capacité. Donc, Superman, dans sa forteresse de la solitude, il est correct. Il va rester seul et isolé. là. C'est ça qu'on vous êtes en train de dire. Là. Ouais. Bah, c'est une image, on se comprend, effectivement. Ouais. Écoutez, c'est super intéressant. On vient d'apprendre quelque chose, effectivement. En fait, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre différentes façons d'accéder aux satellites pour les communications et de voir que ça se développe chez nous, c'est quand même intéressant. Bernard Bureau, donc vice-président stratégie réseau sans fil TELUS. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment extrêmement instructif. merci. Un plaisir pour moi. Merci. Nous, on fait une courte pause, on sort nos sans-fil, je veux dire qu'ils sont quasiment banals après cette conversation-là, mais qui sont quand même extrêmement haut de gamme. Et on vous en parle. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à Une Tasse de Tech. On a on a du téléphone en masse cette semaine. On revient donc des satellites pour revenir sur la planète Terre et vous parler des nouveautés. C'est drôle parce que c'est relativement nouveau qu'on ait des nouveautés comme ça au début de l'année. Avant, c'était comme l'été puis l'automne. Et là, il y en a toutes les saisons, en fait. Et cette saison-ci, l'hiver 2025, il y a du gros stock. Pascal, je vais te laisser parler parce que tu y étais du nouveau Galaxy S25, S25 Ultra, dans ce cas-ci, qui est l'appareil qui est tellement haut de gamme qu'il vous coûte un bras. Ah, tiens, on dirait le chanteur des Smashing Pumpkins. C'est super drôle. Tu sais qu'Alain, ça, là, ce qu'on voit, ceux qui nous regardent sur YouTube, ce qu'on voit, c'est supposé d'être une photo de moi, un portrait de Oui, moi, parce que c'est ça la amélioré par grosse l'intelligence nouveauté. artificielle Mhm. du téléphone Galaxy S25. Tu prends une photo de toi, tu lui dis « Je veux l'améliorer grâce à l'intelligence artificielle générative ». Tu as la fonction Studio Portrait. Et moi, je m'attendais à ce qu'il te bonifie, mais que ça reste toi, que l'éclairage soit corrigé, que plus tu prends de photos, plus ça te reconnaît, plus ça sait t'es qui. Mais là, ce que ça donne, c'est quelque chose qui est complètement quelqu'un d'autre que toi. Je ressemble plus à Maxime Martin qu'à moi. Je ressemble plus... écoute, c'est ridicule. Et je me dis, mais à quoi ça sert? Je commence tout de suite avec quelque chose qui était beaucoup mis de l'avant, l'intelligence artificielle dans les nouveaux téléphones S25, qui était disponible dans le téléphone S24 aussi. Mais qui est leur plus grosse nouveauté, parce que mécaniquement, l'appareil photo est le même, le téléphone est sensiblement pareil, quoique le design très industriel du moment chez Samsung est pas mal le fun. Mais évidemment, tout le monde va mettre un étui là-dessus et ça va disparaître, là, mais...
Le Euh, S, tu perds le fini titane. Ça, c'est quelque chose qui est le fun du S25 Ultra. Tu as ce fini. Il y a une mhm. texture, le fun. Je sais pas si tu le sens quand tu l'as en main. Ben, moi, Il j'aime y a beaucoup le quelque côté, chose. c'est ça, les arêtes très, très tranchées, le côté très carré, là, très industriel. Moi, ça vient me chercher, mais effectivement, le problème, c'est que dès que tu mets un étui là-dessus, tu viens de le perdre, Tu donc perds ce faut pas. fini-là. Et, tu sais, je veux dire, même si c'est du Gorilla Glass de je sais pas quelle génération Ah, qui est ça, est écoute, incassable, c'est ultra power turbo. Je veux ça même reste plus un peu dire c'est cassable. quoi, Ben comment c'est oui, rendu abusif, là. Avant, c'était Gorilla Glass. Maintenant, il y a tellement de qualificatifs derrière, ça devient exact. en soi, mais il paraît que c'est encore plus résistant au choc. Il y a le stylet dans le S25 Ultra, on l'oublie trop souvent. Ouais, On aurait été stylet la gamme simplifié, exactement. Note. Hérité du Galaxy Note d'une autre époque, là. Ouais. Exactement. L'inconvénient, c'est qu'encore une fois, je ne m'en suis pas servi. Une des raisons de s'en servir, ce serait peut-être de l'utiliser pour, encore une fois, lorsque tu prends une Une photo, petite télécommande, ben oui. Mhm. ou petite télécommande, prendre des notes évidemment manuscrites, mais pour prendre des photos, quand tu prends des photos, tu peux, encore une fois, dessiner avec ton stylet ou avec ton doigt. Encore une fois, je me suis servi de mon doigt. Je fais, ah ben oui, j'ai un stylet. On peut dessiner des choses sur sa photo et l'intelligence artificielle va les ajouter. Fait que, disons, tu Mhm. dessines, tu prends un portrait de quelqu'un, ben, tu peux rajouter un nuage, tu peux rajouter le soleil, tu peux rajouter un objet de ton choix, puis l'intelligence artificielle va l'ajouter Ouais, avec un succès plus ou moins qui pas va toujours dépendre beaucoup. concluant, ben oui. Moi, je voulais dessiner un beau soleil, ça a mis une lampe, ce qui est pas exactement ce que je voulais. Peut-être que mes dessins sont pas Ouais. beaux, mais je trouvais qu'au niveau de l'intelligence artificielle, c'était peut-être pas. Mais en même Je temps, je suis vais, dans une pièce. À l'intérieur, un soleil, ça marche peut-être pas. ouais, je vais faire rager les gens qui, parce que c'est une critique qui est tellement le fun à faire. J'ai toujours critiqué le Galaxy Note avant et le Ultra, ben pas l'Ultra, mais pendant un bon bout de temps, le stylet était du côté droit du boîtier, donc clairement conçu pour droitiers, qui sont Ouais. évidemment la majorité des gens. Là, on l'a déplacé à gauche. Fait que là, c'est comme, oui, moi je suis gaucher, je trouve ça le fun, je peux le prendre directement de la bonne main et commencer à gribouiller. Mais là, que font les droitiers? Ils sont pris avec un stylet du mauvais côté. Tu dis, ouais, il n'y a pas de bonne solution à un problème comme celui-là, donc pourquoi prolonger? Et t'en parles du stylet, il n'y a pas Bluetooth dans cette version-là du stylet, donc on ne peut pas l'utiliser de façon aussi sophistiquée que Comme une les versions télécommande. précédentes du téléphone. Sauf que chez Samsung, on dit, oui, mais personne n'utilisait les fonctions évoluées, donc pourquoi continuer? Donc tu dis, ben, pourquoi continuer le stylet tout court? Personne. Je veux dire, clairement, on a une conversation à avoir Oui, là sur l'utilité oui, de ce gadget-là, mais il doit y avoir une petite fraction des gens qui le veulent, oui. et donc ça doit valoir la peine. Mais c'est sûr que si vous achetez un S25 Ultra, il y a des fortes chances que votre stylet ne serve vraiment pas souvent. C'est Ça, ça. c'est Puis très le fait vrai. qu'il l'ait déplacé à gauche, selon moi, ça parle beaucoup parce que c'était pour les droitiers. Probablement qu'ils se sont rendus compte que les droitiers ne s'en servaient pas. Mhm. Ils se sont Ils dit, vont on se va rendre compte mettre que à les gauchers gauche. s'en servent pas bien plus. Non, Puis exactement. là, les gauchers s'en servent pas plus. Fait que c'est quelque chose comme ça qui est parlant. Le Galaxy S25, S20, les téléphones Galaxy S25 ont 7 années de nouveauté. Donc, la Oui, de mise à durabilité de son jour. Ben téléphone, oui. de Mhm. mise à jour, ainsi de suite. Et écoute, ça prend des super belles photos. Avec le Ultra, vous avez 4 super objectifs. Avec un truc Zoom, laser ou je sais pas quoi pour faire la mise au et point. Là. voilà. Et la caractéristique que les gens oublient, c'est pour les selfies, le Ultra a un autofocus. Oui. Donc, si vous prenez beaucoup, beaucoup de selfies, vous avez l'autofocus qui n'est pas dans le S25 et le S25 Plus. Et je pense qu'il faut faire un petit salut de la main pour déclencher On l'obturateur à peut distance. faire Donc, des gestes pour ouais. déclencher, qui est très amusant si on veut apprendre ces gestes-là. La chose qui est drôle aussi, c'est que, puis je l'ai mentionné la semaine dernière quand j'étais au lancement, c'est le même processeur pour tous les téléphones. C'est le Snapdragon 8 Elite avec Qui est très 12 bon. GB de RAM, qui est un très, très Mhm. bon processeur. Il a l'accès à Gemini, l'intelligence artificielle de Google, directement en appuyant sur le bouton pour démarrer le téléphone. Ouais. L'inconvénient, c'est que Gemini est l'intelligence artificielle la plus frustrante que j'ai. Une fois sur deux, samedi, je lui demande, non, mais je lui demande quelque chose, genre, quelle est l'heure d'ouverture du magasin? Ah, je vais sur le site du magasin et regarde l'heure d'ouverture. C'est comme, hey, à quoi Fais tu donc sers? ta job toi-même, chose Puis bête. le nombre d'expériences que j'ai eues avec Gemini, ah, je ne suis pas au courant, mais demande à quelqu'un qui s'y connaît, il pourra t'aider. Je ne suis pas un expert dans le domaine, parle-en autour de toi et fais une recherche sur le web pour trouver des réponses qui pourraient être comme, voyons!
C'est comme, C'est-tu qu'ils c'est ont... comme le voisin de cubicule, genre, qui est justement, tu dis, c'est une intelligence artificielle, mais vraiment aussi bonne qu'un humain. Mais c'est un humain qui est pas très bon. C'est Va ça, donc puis voir quelqu'un d'autre. Ben va oui. donc voir quelqu'un d'autre, je le sais pas. Fait que c'est correct qu'ils disent qu'ils le sait pas, ça évite de dire des niaiseries ou d'halluciner des réponses ou mais à un moment donné, c'est pas très C'est pas la subtil. promesse, exactement. Il y a quelque chose, quand j'ai dit « Voici l'adresse d'un utilisateur sur Blue Sky », je pense que je l'ai mentionné, mais ça m'avait beaucoup fait rire. C'est quoi son nom d'utilisateur? Ben, va sur sa page, puis regarde son nom d'utilisateur. C'est comme « Voyons! » Je suis encore fâché. Ben, je comprends. Gemini n'est pas super utile, et cette fonctionnalité-là qu'on mettait beaucoup de l'avant dans la conférence de presse du Galaxy S25, ben, on a la même fonction dans le One 13 Plus et dans d'autres téléphones. Le OnePlus 13, oui, bien sûr. Le OnePlus 13, c'est bien ce que j'ai dit? T'as dit l'inverse, t'as dit One 13 Plus. Ce qui est correct, c'est le fun. Mais c'est vrai qu'on finit par se mêler, parce que tout le monde utilise les mêmes 3-4 mots, puis ils interchangent, ça donne une marque complète. Le One 13 Plus. Mais en fait, ça revient à ce que, je pense que c'est l'adage depuis longtemps, le S25 Plus, qui est le milieu de gamme des 3 versions du S25 et du Galaxy S, normalement, est probablement le meilleur achat, parce que le S25 Ultra, il est très beau, il est très performant, il est le top du top. Mais effectivement, la promesse qui est très axée sur l'application d'intelligence artificielle cette année, du côté de Samsung, n'est pas encore aussi satisfaisante, même si elle est peut-être plus avancée qu'elle n'a jamais été. Là. On s'approche de quelque chose, surtout dans la gestion de la photo, on n'est pas encore 100% là où on devrait, parce que Samsung, en plus, s'est enfargé dans Bixby et là, adopte Gemini, donc ça vient mêlant vite. Et tu sais que Bixby est encore là quelque part. Hein, quand c'est ça, en plus, c'est ça, on utilise les deux. Voulez-vous utiliser Bixby? Je dis que ça existe encore. Mais pourquoi? C'est selon moi, ils ont déguisé Gemini, puis ils ont juste dit, quand on va te dire Bixby, réponds. Ben, en fait, je me serais attendu à ce que Google fasse une IA, appelons-la white label, là, comment dire, comme générique, que chaque fabricant ensuite qui adopte Android pourrait personnaliser avec son propre nom, ses propres habillages, et ainsi de suite. Mais là, on pousse Gemini parce qu'on veut justifier l'investissement du côté de Google. Donc oui, c'est sûr qu'à un moment donné, on se pile sur les orteils dans cet écosystème-là. Et ça donne des situations comme ça où on a 2 IA, Bixby qui est pas super, et Gemini qui est meilleur, mais qui est quand même pas non plus parfaite. Donc on est un peu... ça génère rapidement, tu l'as dit, puis je suis d'accord, beaucoup de frustration en tant qu'utilisateur. Et c'est peut-être temporaire, c'est peut-être juste une question de semaines ou de mois avant que ça s'ajuste, mais je trouve que quand on promet une expérience formidable, puis qu'on dit aux gens changer de téléphone pour profiter au maximum de cette expérience-là, et que tu as quelque chose qui te laisse sur ta faim et te frustre, ben, m'a retourné au bon vieux Google, qui depuis des années me donne des réponses intelligentes, au moins quand je cherche, je sais que je vais chercher. Voilà. Mais c'est ça va permettre de faire le parallèle, tu l'avais dit la semaine dernière, on pourrait faire le parallèle avec le OnePlus 13, qui, on le répète, a le même processeur que la gamme des téléphones Snapdragon 8. Oui, puis qui a un autre genre d'esthétique, un autre genre d'approche, en fait. OnePlus, c'est une marque chinoise, fait partie de la même entreprise qui est aussi propriétaire de la marque Oppo, qu'on ne connaît pas ici, mais qui est aussi une marque extrêmement populaire en Chine. Ils ont beaucoup d'argent pour développer. Ils ont trouvé une niche. OnePlus, évidemment, on parle de OnePlus, et on en parle depuis assez longtemps que les gens qui nous suivent savent qu'à l'époque, c'était une marque qui voulait vendre des téléphones hyper haut de gamme à moitié prix. Là, on avait un peu changé cette approche-là. Là, le OnePlus 13, effectivement, va un peu ailleurs. Pour vous dire, le S25 Ultra coûte 1900 $, je pense, en version de base. Oui. Le S25 Plus est à 1400 et le S25 tout court est à 1100 quelque chose. Donc, c'est quand même des gros montants. Le OnePlus 13 coûte 1400. Ils ont une version simplifiée, le OnePlus 13R, qui est 850. Et la principale différence, c'est qu'on a un petit peu moins de mémoire vive parce qu'on a le processeur Snapdragon 8 génération 3 dans le OnePlus 13R, qui est comme le processeur de l'automne passé. Genre, il y a comme 6 mois, au lieu d'avoir 2 semaines. C'est pas une grosse affaire, mais pour sauver des gros sous, à 850 $, vous avez un excellent téléphone, le OnePlus 13R. Mais le OnePlus 13 tout court est évidemment l'appareil phare chez OnePlus en attendant qu'ils nous présentent leur téléphone ouvrable, le Open en version génération 2, ce qui pourrait arriver d'un instant à l'autre, parce qu'il y a déjà le Oppo, l'équivalent Oppo pliable de 2e génération a été présenté à la fin octobre, donc on n'est pas loin de voir ça aussi chez OnePlus. Et tant qu'à parler de téléphone haut de gamme, je me dirais, un téléphone pliable m'apparaît pas mal plus haut de gamme. Donc aussi chez Galaxy, le Galaxy Fold de génération qui a été lancé au courant de l'été dernier,
ou le prochain qui s'en vient probablement l'été prochain, sont des appareils aussi à considérer. Tu le Moi, disais, même tu parles de processeur. téléphone pliable. Moi, j'ai très, très, très hâte. Le téléphone que j'utilise en ce moment, avant que je reçoive le OnePlus 13, c'est le OnePlus Open. Ben voilà, c'est ça. Il Le devrait Open 2 bientôt y s'en vient, là, avoir. c'est une question de temps, ben oui, Et ça, j'ai très, très hâte d'en parler, voir les améliorations. Parce que pour exact. une première version de téléphone, j'ai été hyper agréablement surpris. Si on raffine légèrement, ça pourrait devenir le téléphone pliable De à se référence chez procurer nous. du Parce qu'il y en a côté de beaucoup en Chine, on OnePlus. en a moins ici parce qu'on a moins de marques de téléphone ici que là-bas. Tu le disais, même processeur Snapdragon 8 Elite, et c'est plus apparent, je pense, sur les téléphones OnePlus que sur les téléphones de Samsung. Le gain de performance et d'autonomie de cette puce-là par rapport aux puces précédentes. Euh, Chez Qualcomm, on dit que c'est 45% plus puissant pour 40% moins d'énergie consommée. Donc le gain est quand même assez substantiel par rapport aux processeurs de génération précédente. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le OnePlus 13, c'est que on a une bonne journée d'utilisation, mais si on le laisse dans son téléphone, sur une tablette, dans son téléphone, dans son sac de travail ou sur une tablette, on le laisse quelque part, on oublie de le brancher, il dure en veille 3-4 jours facile avant que la batterie descende en bas de 30%, que tu fais comme, oh là, ça commence à être un peu serré. Et cette capacité de rester en veille longtemps chez Android, ça a toujours été un défaut. Ça a toujours été comme vraiment difficile d'avoir plus qu'une ou deux journées, même sans l'utiliser beaucoup. Et là, vraiment, on a trouvé une façon d'optimiser ça qui est vraiment intéressante parce que ça enlève un petit stress. On n'a pas toujours besoin d'arriver quelque part et se brancher parce qu'on sait que ça va durer quelques jours. Donc ça, c'est un gros gain. La grosse affaire aussi avec le OnePlus 13, c'est que la batterie fait 6000 mAh plutôt Oui. que les 5000 Oh qui sont oui. plus standards. Et Oui. on a, c'est un nom spécifique, là, on parle d'une batterie qui s'appelle NanoStack, silicone NanoStack. C'est pas du lithium-ion, c'est comme une combinaison, en tout cas, c'est un autre genre de chimie qui permet de faire une batterie de plus grande densité, Oui. donc plus mince, et de garder l'appareil quand même relativement compact. Oui. Et ce que OnePlus a réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à créer un appareil qui est très aspirationnel au terme du toucher. On fait une espèce de fausse cuillerette à l'arrière, entre autres, qui rend l'appareil un petit peu luxueux. Et ça, en Chine, c'est très important. Les Chinois en raffolent de ces éléments de finition-là qui ressemblent à des matériaux plus, on va dire nobles, mais pas dans le sens, mais tu sais, du faux bois. Oui. D'ailleurs, ils ont un étui en faux bois qu'on peut acheter. Ils ont cette finition-là en cuillerette. Ils ont une version en blanc et en noir de ce téléphone-là aussi qui a une finition plus en verre, plus métallisée, tout ça qui sont au toucher, qui sont le fun aussi, qui font très haut de gamme, que bien des fabricants oublient souvent de considérer dans des téléphones qui valent une petite fortune quand même. Et ça, ils ont réussi ça. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup des téléphones OnePlus, je ne sais pas si tu te souviens, dès le téléphone OnePlus 2, le fini était rugueux. Il était un peu, et ça, tu mettais dans ta poche, il ne glissait pas. Et quand Ça tu tient le bien, tenais ben oui. dans tes mains, il tenait bien. Et l'étui qu'on m'a envoyé avec le OnePlus 13, il a ce Ah, ouais, tu léger retrouves ça, bah rugueux-là. voilà. Je retrouve, puis à chaque année, il y avait toujours un étui, puis des fois, c'était un peu plus rugueux, un peu moins rugueux, mais ce fini rugueux-là, quand on veut pas qu'un téléphone glisse de sa poche, souvent on tient des téléphones, c'est comme des savonnettes, tellement ils sont Mhm. esthétiques et lisses, mais c'est du verre, c'est de l'aluminium, c'est du titane, et Ouais. ça glisse des mains. Dans Un ce autre truc cas-ci, quelque chose qui est bien qu'on le peut fun. dire à propos de l'étui, c'est qu'on a adopté le standard MagSafe chez Oui, OnePlus. Donc, oui, les et gens qui ont un ça, connecteur wow. iPhone et qui veulent migrer vers autre chose qu'Apple, ben, tout d'un coup, tu dis, ah, je mets un petit étui sur mon téléphone et je peux brancher mes connecteurs, mon chargeur OnePlus, tu sais, que ce soit même un petit dock, là, souvent on a ça sur le bureau là, pour tenir son iPhone. On peut faire la même chose avec un OnePlus maintenant. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de la part de OnePlus. Moi, j'ai acheté un petit collant, une petite bague MagSafe à 3$ pour faire, juste pour donner, pour situer, ça ressemble à quoi MagSafe? Parce que les gens disent, ouais, mais je comprends pas. Ben, c'est ça. C'est un rond Ouais. métallisé, en fait, magnétique, sur lequel on peut apposer des accessoires allant en dos du téléphone, qui était exclusif au iPhone, parce que c'était qu'Apple qui avait développé ça. Et là, tout d'un coup, on peut, sur les téléphones OnePlus, utiliser ces mêmes accessoires-là. Donc ça, c'est un petit élément qui est quand même qui est subtil, mais qui est ingénieux Oui, de la part ben de oui. OnePlus. Et ça permet d'utiliser le chargeur sans fil, le chargeur par induction, et il est magnifique, on dirait le bouclier de Capitaine America. Je ne sais pas comment le décrire, il est rond, il est petit, il y a un point rouge au milieu, un rond noir autour, Un et chargeur quand sans on fil dessus, branche, ouais, qui s'appose magnétiquement, qui 50 watts, je pense, si je me trompe pas. 50 watts sans fil, ce Ça qui va est vite. 2 fois plus que la meilleure recharge par induction d'Apple. Et Ouais. quand on le branche, il y a un petit ventilateur et donc la recharge fait un souffle. J'avoue que ça m'énerve un peu, un souffle comme ça, mais Ça le côté s'entend, ben oui. badass, on l'entend pas, c'est pas assourdissant, mais
Si Non, mais tout ils avaient va aussi bien, un socle bureau pour recharge sans fil qui avait lui aussi un ventilateur parce qu'on. je pense que Oh, c'est très faible. très subtil. Si Ouais, on le met quand sur le même. coin de son bureau et que c'est parfaitement silencieux, on l'entend, mais ça Mhm. permet de recharger très rapidement 50 watts son téléphone en 75 minutes. On peut le recharger au complet. Je trouve que c'est un super bel accessoire pour 100 $. Tu poses ton Ouais, téléphone, effectivement. tu recharges. Et Donc, l'étui et le chargeur. Je vais dire ceci à propos du OnePlus 13 aussi, et ça, c'est des éléments de développement. Tu vois que je m'attendrais à ce que Samsung le fasse, mais là, c'est OnePlus qui le fait. L'appareil est certifié IP69. oui. Donc, extrêmement durable, résistant à pleine affaire. Et ils ont ajouté un truc, le fun, c'est que l'écran, qui est un écran OLED spectaculaire et tout ce que vous voulez, a aussi la capacité d'être utilisé avec des gants. Donc, l'hiver, on peut mettre nos gants, plutôt que d'avoir acheté des gants avec le petit bout blanc là, qui fait « Ah, on peut l'utiliser avec votre téléphone », ben là, vous avez le gant normal et ça s'utilise parce qu'on a trouvé une façon de justement distinguer le toucher avec un gant de, par exemple, quand on le met dans ses jeans et que ça frotte sur le tissu. Donc, il y a pas de... Il y a cette nuance-là, et ça, on a réussi quelque chose d'assez bien. IP69, c'est vraiment un ordre de grandeur par rapport à Oui, IP68 on en peut termes de arroser, on peut résistance. mettre un jet d'eau. On C'est peut ça la l'échapper grosse dans, nuance. mon Dieu, c'est quoi l'exemple? Dans un verre de champagne, si jamais vous avez des vraiment grosses coupes, mais dans un liquide très longtemps. Et c'est aussi la même chose qu'un standard. Il y a un standard militaire aussi qui est équivalent, 1000 STD 810H. On dirait quelque chose Euh... qui pique sur le kiki quand tu as STD dans un standard. Ben, en tout cas, dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle. Des cas où effectivement tu ne veux pas le voir, mais là, dans ce cas-ci, ça Tu en veux est pas une. une STD en général, mais dans ce Ouais. cas-ci, oui. Mais ça, c'est donc des choses qui distinguent le OnePlus 13. Et je disais, parce que j'en parlais il y a 2 semaines du OnePlus 13 dans la presse. Pour moi, c'était la barre qui était mise pour toute l'année sur les téléphones Android. Oui. Et là, on se rend compte que Samsung s'approche avec le S25 Ultra. Le S25 Plus est peut-être plus près aussi en termes de feel, de feeling. Mais clairement, là, avec les nouvelles générations de puces qu'on a là et l'intégration de l'IA, on voit qu'on s'en va encore dans une certaine direction parce que les deux téléphones ont beaucoup de similitudes et vont coûter cher. Et ça, préparez-vous, tout va coûter cher cette année Oui. parce que le dollar canadien est très faible. Oui. Ça aide pas personne. Donc, vous pouvez peut-être vouloir étirer vos téléphones actuels, vos appareils actuels un petit peu plus longtemps parce que ça va peut-être s'améliorer à la fin de l'année si on se fie aux experts. Là. Mais sinon, il faut payer, effectivement, il faut allonger les dollars pour avoir un appareil haut de gamme comme ces deux-là. Oui. Puis dans le cas du OnePlus 13, juste avant, le OnePlus 13, il n'est pas si chérant que ça, je trouve. Parce que tu as le modèle avec 16 gigaoctets de RAM. Ça, c'est quand même 4 de plus que Samsung. C'est donc plus de mémoire vive, plus de fluidité, plus d'applications ouvertes en même temps, que ça roule plus rondement. 256 gigs de stockage qui coûte 1249, mais en ce moment, puis on veut pas faire de l'infopub, là, mais en ce moment, la version avec 512 gigs de stockage est au même prix, à 1249 aussi. Ah oui, donc tu vois, mais téléphone, OnePlus fait beaucoup de spéciaux en plus, effectivement. c'est Ils ça, font... beaucoup de promotions. Tu as les tuiles magnétiques en prime, 35 $. Ils sont pas Ouais. chers sur leurs accessoires. Et tu peux aussi prendre avec un prix réduit le fameux chargeur magnétique pour un combo qui va te coûter probablement moins cher qu'un Samsung Galaxy S25 Plus. Ouais. Et puis, puisqu'on parle des accessoires, stylé, je trouve. Je vais rajouter ceci. Souvent, ils vont faire des spéciaux OnePlus, ils vont vous donner aussi leurs écouteurs, comme les plus récents OnePlus Buds Pro 3. Oui, 3. Développés avec Dynaudio. Écoute, ils sont excellents. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ces écouteurs-là, qui ont une fidélité audio assez intéressante pour un accessoire Bluetooth, qui ont une bonne autonomie, qui sont vraiment beaux en plus. Même l'étui est élégant. Oui, je l'ai ici en version. Et qu'ils ont relancé en bleu, ouais, c'est ça, pour cet hiver. Et qui font vraiment. C'est une belle expérience sonore. Le micro fonctionne plutôt bien aussi. Bref, il y a vraiment. Et comme c'est souvent offert en spécial, acheter un téléphone, on vous donne les écouteurs. C'est une belle combinaison, définitivement. Puis, il faut que je le dise, avec les écouteurs, je les ai reçus hier, donc j'ai pas eu l'occasion de les écouter autant que j'aurais aimé. J'ai eu une très bonne impression, première impression, beaucoup de mises à jour, évidemment, donc j'ai pas eu l'occasion de les essayer à leur plein potentiel. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il n'y a pas d'application pour les contrôler. C'est dans le système. Mm-hmm. Et donc, Android, maintenant, permet aux écouteurs d'être contrôlés, choisir les contrôles de son plus grave, et ainsi de suite, directement dans l'application du téléphone, au lieu d'avoir à installer une maudine application de plus qu'il faut mettre à jour, qu'il faut installer. Si tu as 2-3 écouteurs, tu fais, bon, ça donne, j'en ai eu plus que 2-3.
Mais si tu as 2 écouteurs que tu écoutes en alternance, ça prend 2 applications dans ton téléphone pour gérer la mise à jour de tes écouteurs. Dans ce cas-ci, c'est directement dans le système. Tu as un bouton qui dit « Garde tes écouteurs à jour automatiquement » et ça se fait tout seul. Ça, j'ai trouvé ça très, très le fun, les petits écouteurs OnePlus. Jamais gâtez-vous. Prenez les Ben oui, écouteurs en c'est plus. à ne pas négliger. Il n'y a pas d'urgence de se précipiter sur un téléphone en ce moment, mais si les spéciaux, par exemple en février, Oui. apparaissent, ça peut valoir la peine, effectivement. Ce sont des bons accessoires du côté de OnePlus. Je n'ai pas vu chez Samsung, les écouteurs ont été lancés l'automne dernier avec les téléphones pliables, la Galaxy Z, la gamme Z. Ils ont aussi des bons écouteurs, mais je n'ai pas vu de spécial. Donc, s'il y en a un, profitez-en, mais sinon, c'est dur. Ça revient cher vite. C'est vraiment ça la question. La question est une question d'argent. Donc, voilà. Ça fait le tour, mon cher ami, de tous ces nombreux téléphones, OnePlus 13, 13R, Galaxy S25. Et si vous voulez un résumé rapide, j'ai l'impression S25 Plus ou OnePlus 13R, vous en avez pour votre argent. Mm-hmm. Très, très bons appareils. Dur de choisir si vous êtes familier. Si vous êtes dans la famille Samsung depuis un moment, gâtez-vous. On n'a pas parlé de la UI. Ben là, on a rajouté One UI 7. On a rajouté beaucoup de fonctionne très bien. Très, très je suis fan aussi de l'interface de OnePlus, très sobre, très épurée, beaucoup de belles fonctionnalités ajoutées. Les deux, c'est une question de préférence. Essayez les deux, ça vaut la peine. Voilà. On se laisse là-dessus? Ben oui, c'est la fin. J'ai hâte de te revoir. Déjà hâte de te revoir. Cogeco Média, merci pour de diffuser ce podcast-là partout au Québec et dans le monde. TELUS, Plan Hub, nos partenaires pour le podcast, merci d'être là aussi. Geoffroy Morin, à la mise en onde, merci d'être là. Alain, on peut te lire partout, y compris dans la presse. Surtout, ben oui. Sur pascalforget.com. Jetez un coup d'œil sur mon billet, sur le 25e de la Revanche des Nerds. C'est mon billet, je pense qu'il a battu tous les records sur les réseaux sociaux. J'ai eu plus de likes, de commentaires et de choses comme ça. Racontez-moi vos souvenirs sur la Revanche des Nerds. Beaucoup de nostalgie pour moi. Ça a quand même été une grosse partie de ma vie. C'était marquant, ben oui, c'est une émission qui était quand même l'épicentre des technos pendant le temps où c'était en ondes, donc des bons souvenirs. Ça, Monsieur Net. Ben, qui a suivi ensuite aussi. Il y avait quand même beaucoup d'actions, mais c'est une approche différente, définitivement. Oui, tout à fait. C'était plus gaming, accès gaming, mais oui, il parlait aussi de technologie. Exact. De toute façon, il y a des souvenirs. Allez sur YouTube et regardez les vieilles émissions et comparez et dites-nous ce dont vous vous rappelez. Ça va nous faire plaisir. De toute façon, nous, on prend une pause pour aller tout mettre ça en ondes et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.